Celui-là, il avait le crâne ouvert, il avait la matière cervicale qui tombait au fur et à mesure des pas. Et moi derrière, je ramassais et je mettais dans un casque. Le corps brûlé, mort, tous, beaucoup. Et il a fallu descendre tout ce monde. Ça a été cauchemardesque. Le type, il s'avançait un peu, il nous a regardés, on l'a bien vu, et il a crié « À ce soir !» Il nous a fait un bras d'honneur et il est parti en courant vers le brouillard. Vous allez avoir besoin de vos deux jambes. Je vais essayer de ne pas vous couper la jambe. Je croyais qu'il était chirurgien. Et puis j'ai entendu dire après qu'il était étudiant en chirurgie, mais enfin, il n'était pas chirurgien. Je fais ? Oui. Impeccable. Bonjour à tous. Je suis le général Pierre Latane. Et aujourd'hui, je raconte mon histoire aux vétérans de France. Eh bien, je m'appelle Pierre Latane. Je suis né à Lourdes, donc je suis lourdais pur fruit, pur sucre. Et je suis né à Lourdes il y a presque 95 ans. Et j'ai habité cette maison depuis l'âge de 5 ou 6 ans. Et j'y suis toujours. Et actuellement, je suis général en retraite depuis le 10 août 1990. Mon père était avoué. C'est une profession qui a disparu, mais qui était similaire à celle d'avocat. Et il voulait me faire de moi son successeur. Donc, il m'a fait faire, après les bacs, il m'a fait faire les études de droit à Toulouse, où j'ai fait la première et deuxième année de droit. Et à ce moment-là, j'ai résilié mon sursis pour bénéficier d'une loi qui disait que ceux qui étaient nés en 29 comme moi, qui résiliaient le sursis, ne faisaient qu'un an de service. Et qu'à partir de l'année suivante, c'était 1 an et demi de service. Alors pour économiser 6 mois, j'ai résilié le sursis et j'ai fait le service. Et j'ai eu le choix pour choisir mon corps d'affectation. Et j'ai choisi le premier régiment de parachutistes de Pau, le 1-18 RIPC, qui était basé à la caserne Bernadotte, qui existe toujours, mais qui n'abrite plus de soldats. Et là, je me suis rendu compte que bon, j'étais deuxième classe, je balayais la cour tout simplement, avec d'autres soldats. Quand il y a un aspirant qui nous commandait, m'a dit « Qu'est-ce que tu fais toi ici ?» Eh bien, je fais mon service depuis 3 semaines. Bon, il me dit « Tu as un bagage universitaire qui te permet d'aller suivre les cours d'officier de réserve en situation d'activité. » Et alors moi qui ne voulais pas trop m'écarter de Lourdes, je lui avais dit « C'est loin ça ?» Il m'a dit « Non, c'est à Hydron. » Camp d'Hydron, qui était à 6 km de Pau, et qui hébergeait également l'école des troupes aéroportées à l'époque. On m'a envoyé là-bas, et alors là je suis tombé sur une trentaine de types qui étaient tous études universitaires, qui me changeaient un petit peu des piou-piou que j'avais, qui ne savaient pas qu'était Brigitte Bardot, et qui confondaient De Gaulle et d'autres personnes, quoi, qui ne savaient rien du tout. Parce que tous les samedis, on nous faisait passer un petit test. Ça marchait bien. On avait un commandant qui s'appelait Klein. Commandant Klein, claquait les talons toutes les 10 minutes. Dans le camp, c'était un camp formidable. Des jolies petites maisons, on avait un peu de terrain de sport derrière, une zone de saut. Et là, j'ai vu que l'armée, c'était pas si mal, finalement. Et je me suis fait du souci pour sortir aspirant. Parce qu'il fallait suivre des cours. Et au début, je suivais ça en décontracté. Et malgré ma décontraction, j'ai été nommé caporal-chef et aspirant au mois de juin. Et là, je suis revenu à la caserne Bernadotte à Pau, où j'avais été incorporé comme deuxième classe. Et comme aspirant et chef de section, j'ai retrouvé des soldats de deuxième classe, qui ne savaient pas quoi me dire, ni vous, ni tu, qui me voyaient, qui claquaient les talons, qui saluaient en se sortant le béret, et qui sortaient le béret avant de saluer. Enfin, ils se confondaient un petit peu. Parce que l'aspirant, c'était une petite huile. Et puis là, comme aspirant, j'ai mangé aux messes. Je voyais des officiers qui rentraient d'Indochine. Et je me suis dit, mais c'est pas mal l'armée. Et au bout d'un certain temps, j'ai fait la connaissance de 3 copains qui s'appelaient De Wilder, Mengui et Villeneuve. Je crois qu'ils sont décédés tous les 3. Qui rentraient de Corée et qui me racontaient.
Et alors là, ça me déplaisait, ça me plaisait encore de plus en plus. J'ai fait une demande pour partir en Corée. Le commandant de la caserne, qui s'appelait Renaud, m'a appelé et m'a dit, si vous voulez faire une guerre, c'est pas celle-là qu'il faut faire. Celle-là ne nous intéresse pas. Ce n'est pas la France, là. C'est une guerre internationale, on n'a pas à s'en mêler. Mais si vous voulez servir votre pays, choisissez l'Indochine. Le séjour est plus long, c'est sûr. Évidemment, en Corée, 14 mois, l'Indochine, 30 mois. Et comme j'avais une dulcinée à Lourdes, 14 mois, ça me faisait un peu long. Et il m'a fait le même papier pour l'Indochine. J'ai fait ma demande pour l'Indochine. Et aussitôt, j'ai été nommé, en novembre, j'ai été nommé sous-lieutenant de réserve en situation d'activité, avec une petite parenthèse, embarquera le 14 décembre sur le SS Jamaïque. Et quand j'ai dit ça à mes parents, évidemment, ils n'étaient pas très contents. Moi, je me régalais un petit peu de contrarier mon père, parce qu'il avait été assez dur avec moi. Et ma mère n'était pas très contente non plus. Évidemment, il y avait des pleurs dans la maison. Et j'ai embarqué le 14 décembre 1952 sur le SS Jamaïque pour l'Indochine. Un très joli bateau de croisière avec 3 classes où il fallait mettre une cravate le soir pour dîner. C'était pas du tout un transport de troupes. Et nous étions une vingtaine d'officiers à bord. 30 jours de voyage à l'époque. Maintenant, on y va en 10 heures. Et les dernières heures du voyage, il fallait se cacher dans sa cabine parce qu'on passait on remontait la rivière de Saigon. Et il y avait parfois des Viet Minh sur le côté qui tiraient des coups de fusil. Et comme le commandant du bateau ne voulait prendre aucun risque, il avait dit à tout le monde, vous restez terrés dans vos cabines le temps d'arriver à Saigon. Et à Saigon, on a accosté sur un quai qu'on appelle la Pointe des Blagueurs. Et il y avait des centaines de personnes sur le quai. Des centaines, parce qu'avec nous, il y avait beaucoup de civils sur le bateau. Et des civils qui regagnaient leur pays. Et alors, beaucoup de foulards et beaucoup de mains agitées, tant en bas que sur les bateaux. Et pour nous, on ouvrait les grands yeux, une autre planète. Des pousse-pousse à l'époque, des cyclopousses. Et puis la chaleur qui était là. Et puis tout était différent. Et on s'est rendu compte là qu'on était ailleurs. Et on nous a parqués, c'est un vilain mot, mais on nous a parqués au camp des morts. On est resté une quinzaine de jours à Saigon, on a bien profité de la ville. On n'avait pas l'air de vivre dans une ville en guerre, parce qu'on allait au cinéma, on allait au restaurant, on découvrait les plats chinois, les soupes chinoises, les nems. Et tout ça, c'était des découvertes pour nous. Et au bout d'une quinzaine de jours, et vers le 25 janvier, on nous a dirigés sur Hanoï pour être affectés dans des corps de troupes pour la durée du séjour. J'ai été affecté dans une compagnie qui s'appelait la CIP, Compagnie Indo-Chinoise Parachutiste, parce qu'il y avait une majorité de Vietnamiens. Et ça m'a beaucoup servi, parce que quand on a créé le 5e EPVN au mois de juillet, je connaissais déjà quelques mots de vietnamien et puis je m'étais un peu habitué à leur réaction, leur façon de vivre, etc. Et là, on ne nous a pas fait chômer parce que d'entrée, le bataillon avait été parachuté en quai Plécou, sur les plateaux du Centre-Annam. Alors ça a été une énorme découverte pour nous, parce que dans les patrouilles qu'on faisait, on en arrivait dans des villages où les gens n'avaient pas vu d'Européens depuis je ne sais combien de temps. Et alors consigne pour la troupe, tenez-vous bien, parce que les filles se promenaient torse nu. Elles étaient une couleur, elles n'étaient pas jaunes, elles n'étaient pas bronzées, elles n'étaient pas blanches, elles étaient cuivrées un petit peu. C'était les gens du plateau de Centre-Annam. Et les hommes se promenaient avec un paquet de chiffons qui leur passaient entre les cuisses, noués aux cuisses, qui leur passaient noués à la taille. Ils avaient tous des cheveux longs et des chignons. Et je me rappelle, ils fumaient la pipe, faite avec du bambou. Et ils plantaient leur pipe dans leur chignon. Et c'était folklorique, quoi. Et ils avaient tous des arbalètes. Et alors, il y en a qui se moquaient. Et il y a un caporal-chef qui était avec moi, qui s'appelait Foissaute, François Foissaute, qui est mort maintenant, qui avait dit, vous moquez pas trop,
Parce qu'il y en a un, j'avais un problème de carabine, le carabine américain USM1. J'arrivais pas à faire un truc, le Moï, c'était les Moï, on les appelait les Moï. Le Moï s'est penché, il a regardé, et en 2 temps, 3 mouvements, il m'a remonté la carabine. Alors on est resté un peu étonnés. Et alors on avait balancé un paquet de cigarettes troupes qu'on trouvait dans les boîtes rations. On avait attaché à une branche d'arbre et à une 12aine de mètres à peu près. On l'avait fait balancer très doucement. Et le gars, le Moï, avec son arbalète, on lui avait fait comprendre que s'il touchait le paquet était pour lui. Il balance ces paquets, on a vu la flèche partir, fiaf, en plein dans le paquet. Alors c'était très respectable. Et on lui a donné le paquet de cigarettes. À découvrir dès maintenant une vidéo exclusive du général Pierre Latane, prisonnier et blessé. Il subit une opération chirurgicale entre les mains d'un Viet Minh. Une expérience hors du commun qu'il nous raconte. Lien en description. Alors des choses amusantes aussi. Dans mes premiers messages radio, j'entends un message de commandant de compagnie qui parlait, alors on avait tous des indicatifs. Moi je crois que j'étais bleu 3. Lui, le commandant, s'appelait bleu autorité. Alors, bleu autorité, parce que j'écoutais les messages. Est-ce que vous avez relevé des traces de vélomoteur? Non, pas de traces de vélomoteur ici. Et alors, je regardais par terre, partout, s'il n'y avait pas de vélomoteur. C'était vélomoteur VM, Viet Minh. On m'a expliqué ça. Ah ben, quand on est bleu, on est bleu. Et puis, on a fait quelques reconnaissances. Ça a été, il fallait marcher des fois au coupe-coupe, parce qu'il y a des forêts très, très denses, avec des grandes herbes. Et alors on avait, dans notre armement d'ailleurs, on avait ce qu'on appelle une machette, un coupe-coupe, dans une étui. Je l'ai perdu, mais quand j'étais en Afrique, j'ai racheté exactement le même que j'ai gardé à mon bureau. Nous avions exactement le même, et celui-là, je l'ai acheté au Togo. Ouf, j'ai dit, c'est le même coupe-coupe de Indochine. Alors je l'ai acheté pour le souvenir. Je ne m'en suis jamais servi, hein. Et puis au bout de 1 mois à peu près, on est rentré sur Hanoï en bateau. Mais on nous a mis dans des convois pour rentrer à Hanoï parce qu'on était à la première ville, une ville connue, s'appelait Dalat. Et il y avait quand même 200 km ou 250 km pour aller à Saigon, pour rentrer à Saigon. Parce que c'est à Saigon qu'on devait prendre des bateaux. Et un petit détail amusant, autant que je me souvienne, mais c'est pas très net, il y avait un endroit qu'on appelle les 3 frontières, Indochine, Cochinchine et Annam. Enfin, il y avait les 3 frontières. Alors le jeu consistait à se mettre debout et à tourner sur place en faisant pipi, en urinant sur 3 pays. Et on a fait quelques jours de repos à Saigon, et puis tout de suite on est parti à la plaine des Jarres. Je m'en souviens, parce qu'on a passé de très mauvais moments, et j'ai eu ma première croix de guerre là, à la plaine des Jarres. S'il y avait Siancois, je crois que c'était le patelin, qui c'est. La plaine des Jarres, sont une grande espèce de grande plaine, comme les alignements de Karnak. Il y a des jarres alignés. Un jour, on est tombé dans une embuscade qui nous a causé de lourdes pertes, dans un petit village qui s'appelait Mionfan. Et ça se passait très exactement le 16 avril 1953. Et dans ce petit village, j'aurais dû me méfier. Parce qu'on voulait acheter des œufs, et j'avais demandé à un Laotien de la section comment on disait des œufs en laotien. Et il m'avait dit Krae. Krae. Alors j'étais la première maison venue. Alors, le village était vide. Même pas un poulet. Rien du tout. Alors que les villages qu'on avait traversés, il y avait un peu de vie. Et là, rien. Mais je me suis dit, ils ont peur de nous. Et j'ai frappé à 2 portes. Les portes, on ouvrait la porte, on me voyait, crac, on refermait. Et moi, je disais, Krae. Rien. Et on devait monter sur une colline. Et quand on est arrivé en haut de la colline, il y avait un sergent adjoint qui s'appelait Panier, qui me dit, mon lieutenant, il me dit, regardez. Et à la jumelle, on voit des colonnes de Viet Minh qui venaient vers nous. Alors on s'est mis en haut, allez, vite, alerte.
On s'est mis en haut, je me souviens, moi j'ai tiré un coup de carabine sur une des colonnes, il n'y en a pas un qui a bronché, même pas ça. Je ne sais pas où est passée ma balle, ou c'est mon adresse qui était défectueuse, mais rien. Pourtant c'était pas loin, c'était disons 200 mètres. Mais 200 mètres pour un fusil, la petite carabine, c'était peut-être un peu loin. Et puis alors alerte sur le point d'appui. Et là, ça a été, je dirais pas la panique, parce que on a été à peine planqué derrière des forêts, à plat ventre, etc., prêts tous à tirer. Ça a tiraillé de partout. Et j'ai eu l'impression que les Viet Minh, ils y étaient déjà avant quand nous montions. Ce n'est pas les Viet Minh qui arrivaient, qui se sont mis là. Il y avait déjà des Viet Minh. Et ils n'ont pas bougé quand nous sommes arrivés. Ils ont attendu qu'on soit plus... Alors là, ça tirait, ça rafalait de tous les côtés. Là. C'était que... J'avais un petit de première classe, caporal, qui s'appelait Marc Hérodeau, natif de l'île de Ré, et qui me disait toujours, qui m'avait toujours dit, mon lieutenant, le jour où on a un accrochage, vous verrez un peu, le pistolet mitrailleur à la hanche. Il l'a fait. Alors on était tous bloqués derrière des arbres. Il est sorti, il s'est mis au milieu du sentier, le fusil mitrailleur à la hanche, il a tiré tant qu'il a pu comme ça. Et il m'avait dit, vous serez obligé de me décerner la médaille militaire. Il a eu la médaille militaire à titre posthume. Il n'a pas duré 10 secondes. Pas 10 secondes. Je me suis fait engueuler par le lieutenant Thomasin parce que je lui ai crié « Mon lieutenant, Hérodeau est mort ». Et moi, ça m'avait fait beaucoup de peine. Et quand j'y pense maintenant, ça m'émeut toujours. Et Hérodeau était couché par terre à côté de moi, parce qu'il était tout près de moi quand il est tombé. Il a porté ses mains à la tête, il a remué la tête de gauche à droite, et il est mort. Et puis on a évacué le point d'appui. Et puis là, il y a notre je crois qu'il était sergent, il s'appelait Jean-Claude Lafargue. Alors lui, Jean-Claude Lafargue, quand on s'est replié, on s'est mis dans la plaine, et les Viets étaient sur la colline, donc il nous dominait. Et il tirait sur nous. Et là, Lafargue, il a pris une balle dans le fémur, ici, et il s'est mis à crier, et je suis allé le chercher. C'est pour ça que j'avais une croix de guerre, je crois. Et je l'ai tiré comme j'ai pu. Et il a eu la chance de sa vie, là. J'ai tiré, et des parfois sautes qui m'a aidé, parce qu'il a fallu me le mettre sur le cou, et puis me redresser avec lui pour le porter, comme on appelle ça, le porter-pompier, vous savez, c'était comme un collier. Et pour le mettre à l'abri, loin des tirs de la plaine, là. Et là, un coup de peau énorme. On ne pouvait pas le porter, on n'avait pas de brancard, on n'avait rien du tout. Et puis les Viets tiraient dessus. Et on avait des bourricots avec nous. On avait amené des bourricots. Et parce que les bourricots qui portaient les obus de mortier, les mortiers, le ravitaillement, enfin des charges lourdes. Il a attrapé un bourricot, il a enlevé le bas en bois qu'il y avait, qu'on a fait chavirer, et on a mis Lafargue couché exactement comme dans les films de cow-boy. Le corps, les pieds qui pendent d'un côté et les bras de l'autre. Sur le bourricot nu. Et on lui a dit, accrochez-vous au poil du bourricot, là, on a tourné le bourricot vers le chemin de repli où les autres s'étaient repliés avant nous. Toute la compagnie s'était barrée. On a tapé sur les fesses du bourricot. Le bourricot est parti en cavalant. Et on a perdu fois saute de vue, mais il était toujours sur le bourricot. Et quand tout a été terminé, on a rejoint la compagnie. On a demandé Lafargue, vous l'avez vu? Oui, il est arrivé sur le bourricot. Il avait fait au moins 2 km sur le bourricot. Il aurait pu tomber du bourricot. Il aurait pu lui faire mal, et le bourricot de ruade, et puis plus de Lafargue. Il était parti en hélicoptère, et il s'est très bien remis de ce fémur. À l'époque, les hélicoptères, les petits hélicoptères qui évacuaient les blessés, on appelait ça des hélicoptères Bell. Ils étaient en plastique transparent. Moi, je suis monté dedans, on a l'impression. Et il y avait des brancards à l'extérieur. À l'extérieur, il y avait 2 tiges métalliques,
et les brancards, et on ficelait le mec, le blessé sur les tiges et sur les brancards, quoi. Il était parti comme ça. En fait, c'est les premières aventures qu'on vivait, les premières émotions. La Fargue blessée, Rodo tué. Ça m'avait un peu gâché. J'imaginais que tout rose, moi, tout. Mais je me suis aperçu que c'est pas tout à fait ça. Ou que je vous dise également, une chose qui me restait ici. À la Plaine des Jarres, il y a eu une période de répit, et on m'a convoqué avec plusieurs officiers pour recevoir une décoration laotienne qui s'appelait le million d'éléphants et le parasol blanc. Une super décoration. L'ordre national laotien. Et c'est une très belle décoration que les femmes recherchaient pour en faire des broches. Il y a 3 éléphants, un de face, en nacre blanche, et 2 sur le côté avec la trompe qui se relève légèrement, et tout sur fond rouge, brodé doré sur les côtés. Et une médaille classique, bien, mais magnifique, magnifique. Et on m'arrive, on me dit, on vous décerner le million d'éléphants. Alors là, il y a à peine 5 mois que j'étais là, 4 ou 5 mois, et je vois un officier qui arrive, ou un sous-officier, il avait un petit coussin rouge, et là il y avait les millions d'éléphants, et les noms dessous. Et je regarde, et je vois sous-lieutenant Latane. Oh! Alors là, ouf! Et je me pose des questions, et on est cassé qu'on va la recevoir, ces médailles, et maintenant, on va se mettre sur les rates. D'ailleurs, tous alignez-vous, là, mettez-vous garde à vous, faites-vous un peu propre, là. Le général va arriver. C'est un général qui venait dans un petit avion pour nous remettre ça. Et au bout d'un moment, on entend un bruit de moteur. On se met tous propre. Il a fallu se préparer, là. Et tout très bien, repos garde à vous, comme on fait dans l'armée 3-4 fois. Repos, attendez que l'avion se pose. Un officier arrive en courant, en disant annuler la cérémonie. En raison de la couche nuageuse, l'avion du général ne peut pas se poser. On verra ça à Hanoï. On n'a jamais rien vu. Pourtant, tout était consigné sur un cahier, sur les trucs. On me demandait le nom, la date de naissance, tout. Ouais, très bien. On n'a jamais rien vu. Et puis on nous a évacués, on a repris l'avion pour rentrer, pour aller faire un raid sur Harbin, pas loin d'Hanoï, qui était tenu par les Viettes. Et on a fait ça de nuit. Et les Viettes avaient creusé, ils étaient imaginatifs, ils étaient vaillants. Ils avaient fait des pièges. Alors les pièges, c'est tout simple, c'était des tranchées, mais larges comme ça, et profondes de 1,50 m. Et dans un terrain caillouteux. Et la nuit, nous, comme on ne devait pas faire de lampe électrique, pas de briquet, pas de lumière, il fallait progresser en silence, on entendait tout le long du chemin « Oh putain, nom de Dieu! Et merde! Aïe aïe aïe, ma jambe, ceci !» Tous les types qui se cassaient la figure régulièrement, quoi. Évidemment, la nuit, on voyait rien. Et ils tombaient dans la fosse, ils se faisaient mal. Il y en a qui tombaient le pied d'abord, et puis la jambe qui restait à l'extérieur. Alors il y avait des foulures, des fractures. Et le reste sur Harbin, finalement, nous sommes arrivés au Harbin, il n'y avait plus de Viettes. Il n'y a pas eu un coup de fusil, il n'y a rien eu du tout. Enfin, mais tout ça, c'était des amuse-gueules par rapport à Dien Bien Phu qui nous attendait. Et alors, la première opération qu'on a faite a été catastrophique. C'était dans le delta. Et tout le monde redoutait le delta. Le delta Tonkinois, c'est un delta, il y avait des pièges. Beaucoup de pièges. La population hostile. Et les gens qui dénonçaient, des gosses qui portaient des plis, on ne pouvait pas leur faire de mal. Ils portaient des plis, renseignaient le Viet Minh, etc., etc. Des gosses sur des buffles, tranquilles, mais avec un geste, ils étaient observés par des Viet Minh qui n'étaient pas très loin, et les Viet Minh savaient que nous arrivions. Enfin, le delta était hostile. Et là, on nous a envoyés dans le delta pour une opération qui s'appelait Brochet. Et alors là, ça a été des pièges et des mines, pendant un mois. Ça a duré un mois. Et là, j'ai vu un type je ne l'ai pas vu tomber devant moi,
Et j'ai vu qu'il y avait eu un mouvement de troupes devant moi, on marchait. Et puis il y a eu un petit rassemblement, quelque chose. Et après j'ai vu quand on l'a ramené, il avait la planche clouée au pied. Parce qu'on portait ce qu'on appelle à l'époque des sandales de brousse, des patogas, genre patogas, kaki avec une semelle assez fine, mais souple. Et les viettes faisaient des trous, pas très grands, 50 cm sur 50, avec des petits branchages dessus couverts avec des feuilles mortes. Et quand vous marchiez, vous mettiez le pied, et au fond, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une planchette avec des harpons. Et le harpon, qui a une forme de... Une fois qu'il est passé, on ne peut pas le retirer. Et le type est parti, je l'ai vu devant moi, il est parti sur un brancard, l'hélicoptère est venu le chercher, avec la planche sous le pied. Puis il lançait aussi des arbres, des boules de quelque chose, hérissées de bambou affûté. Des morceaux de bambou comme ça affûtés. Et puis s'il y avait un sentier, un arbre, il lançait la boule, et là, ça sortait des gens qui... Enfin, des petites choses comme ça. Et puis des mines. Des mines. Quand on nous disait, bon, attention, mine. Alors, il y en a un qui passait, et puis les autres essayaient de passer dans le même pas que celui qui était déjà passé. Mais on entendait des fois un boom à gauche, un boom à droite. Et un jour, on a ramené, moi j'ai ramené un soldat, un Vietnamien de chez nous, toujours avec l'inhabitable Foissotte, parce que Foissotte, il est toujours jamais très loin de moi, et toujours prêt à faire le mieux possible. Et là, on portait dans un filet. Un filet, c'était un grand bambou, comme un hamac. Et on mettait le corps dedans. Seulement celui-là, il avait le crâne ouvert, et il avait la matière cervicale qui tombait au fur et à mesure des pas. Et moi derrière, je ramassais et je mettais dans un casque, pour pas qu'il y ait par respect, que la cervelle de ce pauvre garçon ne soit pas piétinée par... Et quand je suis arrivé, j'avais tout le fond du casque, sur 2 cm d'épaisseur, de matière cervicale. Et j'ai ramassé avec les doigts comme ça. Pour voir tous les souvenirs, c'était... Et puis j'étais toujours en bleu, moi je fais partie un peu de la blousaille. Je n'étais pas très ancien, j'avais pas à peine 7-8 mois de séjour. On a été un jour, on part à une opération, pour retrouver pour monter sur une montagne assez haute, 2000 mètres ou 2000 et quelques, qui s'appelait le Puyatao. Et pour recueillir des gens d'un poste qui s'appelait Mont-Pont, autant que je me souvienne, et qui avait été attaqué, et les gens s'étaient sauvés, puis on devait les recueillir. Bon, on monte, et je me rappelle, je marchais en tête. Et il y avait du monde derrière moi. Hein. Ah, il y avait du monde. Il y avait au moins 2 ou 3 bataillons. Et puis, un peu avant d'arriver au sommet, le lieutenant de l'époque, qui s'appelait Decour, Roger Decour, avec qui je suis devenu par la suite très ami. Puis à un moment donné, je reçois un message radio, il me dit « Attends, stop, laissez passer la section de Béal ». Béal, qui est un de mes copains, on partageait la même chambre, Lucien Béal. Alors Béal passe devant, et on continue à grimper, je salue les copains de Béal, on continue à monter, puis il y avait des grandes herbes, des herbes énormes, on commençait à se servir du coupe-coupe pour passer, pour monter. Et à un moment donné, j'ai entendu des rafales partout. Mais ça tirait. J'ai vu l'herbe s'affaisser pas loin de moi, des obus, des grenades, des tirs individuels, des rafales de PM, de pistolets mitrailleurs, des rafales de mitrailleuses. Et Béal, qui n'est pas très loin de moi, qui vient vers moi, couvert de sang. Ici, il avait un gros trou qui glougoutait là, quand il parlait, ça. Il y avait une espèce de. Et puis le bras. Oula, Lucien, qu'est-ce que. Il me dit, ma section, à côté, puis il tombe. Alors j'appelle aussitôt le docteur Rouault,
On le descend, et le docteur Rouault, qui était notre médecin de bataillon, a été héroïque là, un peu plus bas. Il lui a fait une trachéotomie. Avec des morceaux de bambou, paraît-il. Moi, je ne l'ai pas vu, ça. J'étais pas très loin, pourtant. Hein. J'étais à quelques 10-15 mètres, mais je n'osais pas trop m'avancer. Et puis, il lui a fait une trachéotomie, c'est ce qui l'a sauvé. Et un hélicoptère est venu le chercher, et il a embarqué. Et j'ai revu Béal en 61. Il avait la voix altérée, puis le bras gêné, le bras droit. Il avait appris à écrire la main gauche. Et on ne s'est plus revu, et je sais qu'il est décédé en octobre 1988 à la Martinique, à Fort-de-France. Après le Pouillatao, il y a le lieutenant de cour qui va me trouver et qui m'a dit demain on fait une cérémonie, il y a distribution de croix de guerre, vous en faites partie, et le général machin doit venir et vous décorer. Alors faites-vous beau. Alors il se fait beau, on va être dans le Taouanais, après le Pouillatao, les mains, heureusement qu'il y avait une rivière qui passait à côté qui s'appelait Namioum. On pouvait se laver, etc. Et j'avais les souliers dégueulasses et tout ça. Je me suis lavé les Rangers, c'était avec des grosses boucles sur le côté, vous savez, avec du pâté de Fleury et Michon. J'avais ma boîte de conserve, le Fleury et Michon, j'en avais ras-le-bol, l'overdose de Fleury et Michon. Et alors j'ai pris du Fleury et Michon, et avec le doigt, j'ai mis sur les trucs des Rangers. Les Rangers, ils étaient très rutilants, quoi, ils étaient bien. Hein. On leur a dit qu'ils avaient été graissés, huilés, etc. Et puis on s'est mis au garde à vous, on a attendu. Eh bien, c'était sûrement le même avion que la plaine des Jarres. En raison, pour des raisons qui n'ont pas été fournies, le général ne peut pas venir. Il ne peut pas venir aujourd'hui, parce qu'il venait d'un patelin qui n'était pas très loin. Hein. Et le général ne peut pas venir aujourd'hui. On verra ça à Hanoï. Et j'avais une citation à l'ordre du corps d'armée. C'est le cours qui me l'a dit. Il y a bien un texte quelque part. Jamais plus entendu parler. Alors, le million d'éléphants, le truc, et puis les oursins par-ci, les oursins par-là, j'en avais un peu... j'en avais ras-le-bol. Mais dans le Delta, j'ai passé moi un peu de bon temps, parce que j'étais autonome. J'étais avec ma section, et je faisais ce que je voulais. J'allais où je voulais, je rendais compte, c'est tout. Alors je ne me plaignais pas du tout. Et un soir à minuit, on reçoit un message urgent, prière de se rendre au PC, poste de commandement sous une toile kaki, une tente kaki, où il y avait le commandant de compagnie, qui nous dit Dien Bien Phu a été attaqué hier soir, ça c'était le 14 mars. Dien Bien Phu a été attaqué hier soir, 13 mars. Ils ont enlevé un point d'appui qui s'appelle Béatrice. Aujourd'hui, 14 mars, le 5e bataillon de parachutistes vietnamienne a été désigné pour sauter en renfort, pour partir aller au secours de Béatrice. Aussitôt, direction des cantonnements à Hanoï, le temps, nuit blanche, le temps de se préparer, toucher les munitions, des vivres, des vêtements, préparer son sac, etc. etc. Et à midi, tout le monde était rassemblé. On est parti à l'aéroport de Jialam, je crois qu'il s'appelait. Et là, on a pris l'avion et parachuté sur Dien Bien Phu. Il y avait 2 DZ à Dien Bien Phu. DZ, c'est des zones de saut. Une qui s'appelait Simone et l'autre s'appelait Natacha. Et je crois qu'on a sauté sur Simone, mais j'en suis pas sûr. De toute façon, que ce soit sur l'une ou sur l'autre, le résultat aurait été le même. Et là, les Viets nous attendaient en bas. Alors, ils ont même tiré sur les types qui descendaient. Et l'artillerie ne s'est pas privée non plus. Elle a envoyé les obus sur la DZ carrément. Alors là, on a eu beaucoup de pertes et de morts et de blessés. Et chacun... Alors, je me rappelle un de mes Vietnamiens, moi qui n'était pas très loin de moi, il saute et puis il ramasse le parachute comme on fait d'habitude, vous savez ramasser le parachute. Et je lui ai crié, laisse-le parachute, laisse-le. Il perdait du temps et
qui donnait aux gens d'en face le temps de viser, quoi. Enfin, c'était catastrophique. Et là, on s'est replié sur un point d'appui dont je ne connais pas le nom, parce qu'il y avait 10 points d'appui à Dien Bien Phu. Les points d'appui sont des petits centres de résistance à 1 ou 2 ou 3 km ou 4 km l'un de l'autre, chacun étant fait pour appuyer le voisin. Vous voyez, il y en avait 10. Et baptisé, a-t-on dit, du nom des maîtresses du général de Castres, du colonel de Castres. Mais moi, avec la tête qu'il avait, ça m'étonne qu'il ait eu 10 maîtresses avec des prénoms aussi jolis des fois. Ça m'a beaucoup étonné. Je pense qu'on a dû en rajouter. Et alors, tous ces points d'appui, moi, c'était près d'un point d'appui. Toujours est-il que je suis resté dans la tranchée. Il a plu un petit peu. La tranchée était mouillée. J'avais pas mangé depuis la veille. J'avais froid, parce qu'il ne faisait pas très chaud, c'était la nuit. J'avais rien pour m'abriter. Il pleuvait. Je n'ai vu personne. Même les gens du point d'appui. Personne. Personne n'est sorti de son blocos. On ne m'a pas demandé si je voulais un café ou un truc comme ça. Ou on ne m'a pas demandé de rentrer pour me mettre à l'abri. Rien. Personne. Mais, à 6h du matin, il y a un mec qui est venu me réveiller, qui m'a dit « Allez, mon lieutenant, on part en contre-attaque de Gabriel. » Il fait la nuit, bien sûr. On ne reconnaissait rien. Moi, je suis resté avec ma section sur place, ça tirait de partout. Et on n'a pas trop su ce qui se passait. Et on ne savait pas qu'il y avait... Puis ça a brûlé, ça a commencé à brûler. Et ça a brûlé bien. Ça a brûlé de façon... Et on entendait des cris, même des cris de type qui étaient brûlés, quoi. On s'est replié. Ça a duré presque toute la journée, cette histoire-là. On s'est replié. Et à l'étage en dessous, si je puis dire, on a passé une nuit horrible. Parce qu'on entendait des cris au-dessus. On ne pouvait pas y aller, c'était la nuit, c'était trop... Et puis on ne pouvait pas avoir de lumière, on n'avait rien. Et il y avait un capitaine qui s'appelait Guillemino. Il m'a appelé, il m'a dit « Bon, Lathan, au lever du jour, ce matin, au lever du jour, vous allez prendre une dizaine d'hommes avec vous et vous allez voir ce qui s'est passé en haut, ce qui reste. » Parce qu'il faut vous dire qu'à Dien Bien Phu et en Indochine, l'officier de réserve en situation d'activité, c'était considéré comme de la chair à canon. Moi, du Lathan, prenez 6 hommes et faites ci, Lathan, prenez 6 hommes et faites ça, j'en ai entendu 100 fois. À Dien Bien Phu, à l'opération Castor, après le Puyatao, le commandant Bouvry, le capitaine Bouvry, qui était notre chef de bataillon, a été relevé par un commandant qui s'appelait Botella. Et ce Botella, à partir de ce jour-là, bon, du Lathan, prenez 6 hommes et faites ci, Lathan, prenez 6 hommes et faites ça, j'en avais ras le képi. Pas ras le képi, ras le casque. Après, quand je suis monté, je suis arrivé, tout était brûlé, et il y avait beaucoup de corps brûlés, morts, tous, beaucoup. Et alors, ce qu'il y avait de curieux, c'est qu'ils étaient en chair, tout ce qui était cuir, tissu avait brûlé. Il ne restait que les boucles des treillis, des ceintures, collées à leur peau. Et il a fallu descendre tout ce monde. Ça a été cauchemardesque. Parce qu'on était 2 ou parfois 3 pour prendre les trucs, et des fois ça se détachait. C'était cuit et recuit. Et moi, je me rappelle, j'avais les mains pleines de peau. La peau on prenait le cadavre, et en le prenant, la peau glissait. Et je m'appuyais les mains sur le pantalon, et on les a ramenés comme ça. Et il y en avait quand même bien une vingtaine à peu près. Et beaucoup de ma section. Et je les ai reconnus parce qu'il y en a quelques-uns qui parlaient bien le français, et puis on rigolait quelquefois. Ils étaient un peu avec nous, quoi. On est redescendus. Et j'avais dit à Decour, une émission comme ça, enfin, c'était un mauvais moment. Parce que le 20 avril 1954, le commandant Botella
m'a appelé et qui m'a dit, il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir d'aujourd'hui, vous êtes nommé sous-lieutenant d'active. Vous avez eu un très bon comportement depuis que vous êtes en Indochine. Je vous nomme chef de section de mortier sur Eliane 4, qui était une colline toute proche. Vous serez plus tranquille, il m'a dit. C'était pas tranquille, non. Parce que chaque fois qu'on envoyait un obus, on en recevait 10. Évidemment, les Viet Minh voyaient d'où les obus partaient, et ils nous envoyaient la monnaie. Ils nous rendaient la monnaie. Le colonel de Casse n'est jamais sorti de son blocos. Il y avait un planton qui portait un seau hygiénique, qui venait le vider le matin. J'ai rarement vu, à part Bijard et Bizarre, Alain Bizarre, qui est un capitaine, c'était mon commandant de compagnie. Je n'ai jamais vu un commandant, un colonel, un lieutenant-colonel dans les tranchées. Jamais. Un jour, il y a mon commandant de compagnie qui m'appelle un matin, un très beau matin, il m'appelle, il me dit, Nathan, il me dit, tenez, prenez cette lettre et portez-la au PC. Où je lui dis, au PC. Je dis, au PC, je dis, bien fou. Je savais qu'il y avait 3 ou 4 kilomètres. Mais 3 ou 4 kilomètres à bien fou, c'est plus épuisant que faire le tour du Trocadéro, vous comprenez? Mais je lui dis, mais il n'y a pas la radio? Ah non, c'est très confidentiel, je veux que ce soit par lettre. J'avais un copain qui a été tué quelques jours après, qui s'appelait Tello, qui était officier Orsa, un ancien d'Hydron comme moi, qui me dit, mais il est malade, il me dit, tu vas y aller là-bas? Il me dit, c'est la morsure. Et je dis, mais je vais y aller, bien sûr je vais y aller, mais ça ne me fait pas plaisir. On avait le brouillard, et le brouillard, ça facilitait. Dans le brouillard, j'ai fait et puis j'avais entendu quand même des obus qui arrivaient. Mais j'avais entendu dire qu'un obus ne tombait jamais au même endroit. Alors, quand je voyais un obus qui arrivait quelque part, je me précipitais dans le trou où l'obus était tombé, pour être tranquille, amusant, il ne viendra pas 2 fois. À un moment donné, j'ai dû traverser un point d'appui qui s'appelle Françoise. Et là, à Françoise, j'entends « Halte ! Ne bougez pas !» Alors je fais halte, j'avais ma carabine à l'épaule, ou comme ça, je ne sais plus. Je tiens ma carabine, je fais halte, et il me dit « Quelle unité ?» Alors je dis « L'unité, 5e PVN, votre nom, etc., votre grade. Avancez doucement. » J'avance, et je dis « Mais le type, il n'en croyait pas ses yeux, quoi. » Il me dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» À 8h du matin, en plein du centre bien fou, venant du... Et je lui explique. Ouh là là, il m'a dit... Ouais. J'ai vu dans ses yeux qu'il préférait être à sa place qu'à la mienne. Et je lui dis, bon, la suite pour le PC, c'est par là. Il m'a dit, vous ne pouvez pas vous tromper. Je suis arrivé au PC, il était 10h du matin, 11h du matin, il buvait du Ricard, avec des glaçons. Et alors on me voit, on me dit, ah, tiens, c'est le... Où êtes-vous, 5e PVN, très bien. J'ai une lettre pour le commandant Clémenceau. J'ai donné la lettre. Ah, il me dit, vous venez d'Anne-Marie? Et je dis oui. Bon, ça n'a pas été trop dur? Oui, non. Moyen. Bon, allez, prends un petit Ricard, va. J'ai bu un Ricard quand même. Et alors là, il y avait tout l'état-major, là. Il y avait des officiers comme jamais j'en ai vu, quoi. Tous groupés dans un blocos, en train de prendre le Ricard à 10h ou 11h du matin. Et moi, j'ai eu mon Ricard, et puis j'ai dit au revoir. J'ai salué, je suis parti. Et je rejoins le PC avec les mêmes acrobaties, sauf le PA Françoise qui m'a vu passer. Ils ne m'ont pas arrêté. Et je suis rentré sur Anne-Marie 1 et 2, et j'ai été voir le lieutenant Rondeau, et j'ai remis la lettre. Et puis il y a eu d'autres... On a occupé un point d'appui qui s'appelait Huguette 7. Huguette 7, alors là on a eu une histoire assez terrible. Enfin c'est terrible. Elle était terrible pour moi, elle était terrible. Pas pour les autres. On était sur Huguette 7, et puis on a passé le 8 de jour, mais très, très harcelé. Pas attaqué, mais harcelé. Et les Viettes qui creusaient comme une roue de bicyclette, nous au milieu, et eux ils faisaient des rayons, vous savez. Ils venaient comme ça. Et on entendait la nuit les pelles. On voyait, des fois, on envoyait une grenade, un truc. Un jour, je suis allé avec Foissaute, les séparables Foissaute, balancer des grenades tout près, dans la tranchée. On a entendu des cris, des hurlements, et puis, un moment après, ça continue à piocher, quoi.
Et on ne tirait pas d'obus parce que c'était la nuit, mais le matin, on allait voir les progressions de la tranchée. Et le capitaine Bizarre prenait un officier et quelques hommes, la tanne, prenez 7 ou 8 hommes avec vous et allez reboucher les tranchées. Et chaque fois, on prenait des obus, des tirs isolés, et chaque fois, on partait à une dizaine ou une quinzaine, et chaque fois, on rentrait avec 2 ou 3 types en moins. Et c'était épuisant, quoi. C'était moralement épuisant, et puis c'était une peur physique permanente. Et puis un beau jour, dernier jour, le capitaine Bizarre nous dit, nous allons être relevés ce soir. Quelle chance, par la Légion. Bonne chance, bien, bien. Et dans la journée, le matin, on se met en fin de brouillard, on allait fumer une cigarette sur la partie molle du point d'appui, là où il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien. Et il y avait un type qui était avec moi qui s'appelait Langevin, et l'autre qui s'appelait Tourner. Et Tourner était infirmier. Et infirmier, par définition, il n'a pas d'armes sur lui, quoi. Et dans le brouillard, à la limite du brouillard, on voit un type, un blanc comme nous, sans casque, en tenue camouflée, parachutiste, qui nous fait un grand signe. Et alors nous, aussitôt, on a cru que c'était un gars de chez nous qui s'était échappé des lignes Viet et qui revenait. On lui a fait des grands signes pour lui indiquer les chicanes par lesquelles il pourrait passer. Et on appelait par ici, on était enthousiastes. Le type, il s'avançait un peu, il s'est mis les mains sur les hanches, il nous a regardés, on l'a bien vu, et il a crié « À ce soir !» Il nous a fait un bras d'honneur et il est parti en courant vers le brouillard. Langevin qui dit oh ! Langevin qui était en colère parce qu'il n'avait pas pris sa carabine. Il a dit un gros mot, il allait chercher sa carabine, mais trop tard. Le type était parti dans le brouillard. Et puis il revient, il me dit, mon lieutenant, il était sergent Langevin. Il me dit, et puis mon lieutenant, il me dit, mon lieutenant, on s'en fout. Ce soir, on est relevé. Je lui ai bien dit. Mais il y a eu ce qu'on appelle les rats de la Namioun. Vous avez entendu parler de ça? Les rats de la Namioun, c'était beaucoup de soldats vietnamiens, français, légionnaires, arabes, qui avaient déserté, qui ne voulaient plus combattre. Alors, ils n'étaient pas passés de l'autre côté, mais ils s'étaient réfugiés dans des espèces de grottes qu'avait creusées la rivière, la Namioun. On les appelait les rats de la Namioun. Mais ils étaient très nombreux. On va raconter ça au capitaine Bizarre. Le capitaine Bizarre dit, bon, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le soir à 5 heures, la Légion arrive, et avec Tourner et Langevin, on avait peu trop averti les autres. Et bon, et puis on passait les consignes, et la Légion rentrait dans les blocos, c'était calme, dans les blocos, dans les tranchées, voir un peu comment c'était fait, quoi. Et tout d'un coup, il dit « La Tanne !»« Oui, mon capitaine. Bon, mais vous ne partez pas avec nous, vous restez avec les légionnaires, parce que vous êtes le plus ancien, pour expliquer au lieutenant. Le lieutenant de la Légion qui nous avait relevé s'appelait Dante Sposio. Vous pouvez vérifier tous les noms que je vous donne. Et Dante Sposio m'appelle, il me dit « Bon, eh bien, allez, montrez-moi là, on y va. » Alors il salue le capitaine Bizarre, Bizarre, hein, avec un Z. Il salue le capitaine Bizarre, il dit « Bon courage, mon lieutenant. Allez, au revoir, au revoir. » Et le Langevin qui me regarde, qui me fait un petit signe amical, et puis ils s'en vont. Et moi je reste avec eux, je rentre, il était 6 heures. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, un déluge de feu incroyable. Incroyable. Et à un moment donné, je vais dans le blocos du lieutenant Dante Sposio, qui m'engueule, et qui me dit « Où étiez-vous passé? J'avais besoin de vous, j'aurais besoin de vous. Regardez, j'ai perdu mon planton. Regardez les cadavres qu'il y a ici. Ça tire de partout. Ils sont partout, ils nous tirent dessus. » Eh bien, je suis au courant, j'étais dans un blocos avec 2 de vos hommes. Je vois bien ce qui se passe. Bon, eh bien, restez avec moi maintenant, restez avec moi. Bon, je reste avec lui. Et il me dit, regardez, moi, ce qui m'arrive. Et alors là, il avait un truc à peu près horrible. Il avait pris une balle ici,
qu'il avait fait une espèce de fracture parce qu'il y avait du sang partout et il avait l'œil qui pendait. Un œil qui pendait là. Et le lieutenant d'explosion qui me dit, mais il faut sortir d'ici, allez, montrez-moi les chicanes. On sort du point d'appui, les chicanes, les barbelés avaient été bousculés, il y avait des tirs d'artillerie qui tombaient dessus, on ne trouvait plus les chicanes. Les gens Tout à l'heure, je me frottais ici, là, vous voyez, là, je me frottais et j'ai une espèce de creux. Et ça, c'est un barbelé. C'est un barbelé qui m'avait arraché un peu de la boîte crânienne, là, un peu d'os. Parce que je m'étais jeté sur un... on a essayé de... Moi, je me suis planqué dans un fossé. Il y avait tellement de vieilles partout. Et il faisait nuit. Je les voyais, il faisait nuit. Je m'étais mis dedans et je les voyais sauter la tranchée dans laquelle j'étais. Je leur voyais l'entrecuisse quand ils sautaient. Tac, ils sautaient au-dessus de moi. Moi, j'étais avec ma carabine et je ne tirais pas parce que j'avais jamais le temps de tirer. Et puis, si j'avais tiré, je ne serais pas là. Et alors, la nuit, à la lueur des... Parce qu'il y avait des obus éclairants. Et alors, avec les obus éclairants, je repérais un peu les lieux. Et à un moment donné, j'ai vu... il y avait un petit espace, et puis il y a un réseau de barbelés. Et je dis, si je passe ce réseau, après, ça va. Et ce réseau, c'est le réseau classique, vous savez, comme ça, là. Hein. Et j'étais jeune et en forme. Je dis, si j'arrive à faire un saut en mettant le pied sur le fil du haut, j'écrase le barbelé, et avec l'autre jambe, j'arrive de l'autre côté. Quelle idée saugrenue. J'ai fait bon. Alors, il fallait le faire aussi quand il n'y a pas d'obus éclairant. Alors, quand il n'y a pas d'obus éclairant, j'ai couru un moment, puis je me suis fait coucher sans bouger, le temps que l'obus éclairant ne fonctionne plus. Et dès qu'il y a eu l'obscurité, j'ai continué à courir. Et dans l'élan, il y a un obus éclairant qui s'est allumé. Dans le fond, ça m'a servi, parce que j'ai sauté sur le barbelé, mais manque de peau, mon pied, au lieu de toucher bien le fil, il a ripé, et c'est moi qui me suis retrouvé dans les barbelés. Alors là, j'ai plus bougé tant qu'il y avait l'obus éclairant, j'ai plus bougé du tout, et l'obus éclairant s'est arrêté, et pendant qu'il y avait l'obus, que c'était l'obscurité totale, mais c'était l'obscurité totale. Hein. On ne voyait que les balles traçantes qui partaient de temps en temps. Et alors là, je me suis démené pour essayer de... J'ai perdu ma carabine d'abord, qui est tombée dans les barbelés. Le treillis déchiré, le haut, les mains, la figure, le corps, je ne vous dis pas, tout. Vraiment, la viande hachée. La viande hachée. Et j'ai réussi à m'en tirer. Et alors, quand il y avait l'obus éclairant, je ne bougeais plus dans la tranchée, dans le barbelé. Je ne bougeais plus. Je prenais une position qui était un peu... Une position mortuaire. Les viandes ne m'ont pas tiré dessus, à aucun moment. Et à un moment donné, quand j'ai pu m'en tirer, au pas de course, et qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve Dante Esposio, avec 3 ou 4 légionnaires, il avait pu passer, lui aussi ailleurs. Et je lui dis, mon lieutenant, j'ai perdu ma carabine. Oh, il m'a dit, vous en trouverez d'autres. J'en ai trouvé une autre, un quart d'heure après, sur le corps d'un jeune type, que je ne sais pas qui c'était. Je rampais, et à un moment donné, je rampais, je sentais des obstacles. Mais comme il faisait encore un peu nuit, je sentais des obstacles. Et à un moment donné, je me suis senti, j'ai vu une figure devant moi. Une figure devant moi, un type qui était mort. Et à côté, il avait une carabine. J'ai pris la carabine. J'étais les mains pleines de sang, le visage, tout. La tête, les cheveux poisseux, le corps, tout déchiré. Et le soir, vers 5 heures, ils m'ont donné un treillis propre. Et il n'y avait que les chaussures qui n'avaient rien. Ils m'ont donné un treillis propre, ils m'ont dit, il faut que vous rejoigniez votre unité. Les légionnaires ont perdu 50 ou 60 types, je crois. Puis on a été au repos pendant quelques jours, et alors là, après, on nous a envoyé, avec le capitaine Bizarre toujours, occuper un point d'appui qui s'appelle Huguette 6, qui n'était pas très loin de là. Et alors là, ça c'est toujours pareil, les vieilles faisaient des trous, il fallait aller reboucher la journée. Le 17 juillet, le capitaine Bizarre a reçu un message du PC, de Dien Bien Phu, qui lui dit l'observation aérienne, les renseignements et les observations terrestres font état d'un regroupement de Viettes très important autour de votre point d'appui.
Et il est très probable qu'ils vont vous attaquer dans un délai très proche. Ils sont peut-être, on ne peut pas leur estimer combien ils sont, mais certainement plusieurs milliers. Et vous, vous êtes 150 ou 160. Alors vous avez plusieurs solutions. La première, vous vous rendez tout de suite. Vous sortez les bras en l'air, vous laissez vos armes et vous serez tous sauvés. Vous éviterez d'avoir des morts. La deuxième, vous vous laissez attaquer. Vous vous laissez attaquer, vous ripostez tant que vous pourrez. Et comme vous pourrez, vous n'avez aucune chance de gagner, mais vous aurez une fin héroïque. Et la troisième, vous tentez une sortie en force, et le plus tôt possible. Et alors là, vous risquez de sauver votre peau, et le capitaine Bizarre a choisi la sortie en force. Avec le brouillard, c'était pas le jour, c'était la fin de la nuit, mais il y avait le brouillard. Et alors là, à la radio, j'ai entendu « En avant !» Et moi, j'ai répercuté « En avant !» Et alors là, on est tous sortis, tous droit devant, et Dieu pour tous, hein, sans savoir où on allait. Et moi, j'ai couru devant moi, et dans le même sens que d'autres types que je voyais courir à droite et à gauche, qui ne savaient même pas eux-mêmes où ils allaient. Vous voyez, on n'avait pas de carte, on n'avait rien. Et là, je me suis retrouvé avec des légionnaires allemands, au bord d'un petit chemin, qu'on ne pouvait pas traverser, parce qu'il y avait une mitrailleuse qui y battait. Et tous les gens qui passaient, ils tombaient de l'autre côté. Ils arrivaient, ils se faisaient tuer, quoi. Et à un moment donné, j'ai vu un grand type pas très loin de moi, un légionnaire allemand, grande taille, un fusil mitrailleur à la hanche. Il s'est mis les jambes écartées au milieu du chemin et il a tiré vers la mitrailleuse, tant qu'il a pu. Et il a crié quelque chose en allemand. Et quand il a crié ce quelque chose en allemand, il y en a beaucoup qui ont traversé. Mais pas moi. Je ne sais pas ce qu'il criait. Mais j'ai cru comprendre à la fin, après, à la deuxième fois, qu'il criait « Allez, profitez !» ou quelque chose comme ça. Il faisait taire la mitrailleuse et les copains passaient. Il n'a pas duré 2 minutes. Il n'a pas duré 2 minutes. Il a pivoté sur lui-même, il est tombé. Et bien, il y a un autre mec qui est arrivé, qui a pris son fusil mitrailleur, qui a mis un chargeur et qui a continué à tirer. Alors là, j'ai traversé. Là, j'ai traversé, je suis allé de l'autre côté. Et là, j'ai suivi aussi le mouvement, un peu n'importe comment, s'arrêter, se planquer. On ne pouvait même pas tirer, on ne voyait rien. Et là, c'est qu'à un moment donné, ça tirait très fort, très fort. Il y avait un gros arbre. Je me suis mis derrière l'arbre. Le lieutenant de la Légion, Jean-François, est venu près de moi. Tournaire, qui n'était pas très loin, était tout près. Il me parlait, il me criait « Faites gaffe, ils sont juste en face devant vous, 30 mètres ». Moi, je ne voyais rien. Et puis, je savais que si je tirais dans le vide un petit peu. Et le lieutenant François me parlait. Et à un moment donné, pendant qu'il me parlait, je le vois qui porte les mains à la gorge, il fait un gargouillement. Et il me tombe sur la poitrine. J'étais pas assis, mais un genou à terre, et il me tombe sur la poitrine, les genoux, plein de sang. Et mon lieutenant, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Alors je le prends, il se retourne, il me dit, un garrot. Mais un gargouillement de sang qui sortait beaucoup, là, beaucoup. Un garrot. Et Tournaire, qui était infirmier, mais qui à l'occasion faisait chef de section, je l'appelle, je lui dis, Tournaire, venez voir, infirmier, venez voir. Il vient vers moi, je lui dis, demande un garrot. Et le Jean-François, il me tenait le treillis très fort comme ça, très fort. Il s'accrochait très fort. Et quand le Tournaire a dit, un garrot, c'est pas la peine, il est foutu. Alors là, il m'a tiré encore plus, et puis il a tout relâché. Il était mort. Les légionnaires sont venus, comme ils ont pu. Ils ont pris des papiers, tout ça, des trucs. Moi, des choses qui me dépassaient un peu. Chaque fois que j'ai vu un cadavre comme ça, je n'avais jamais l'idée d'aller le fouiller, d'aller lui sortir la montre, la bague, toutes ces choses-là. Ça me dépassait un peu. Je ne sais pas si c'était mes 23 ans d'époque qui m'empêchaient de faire ça. Mais c'était trop fort pour moi. Je pense à Marc Hérodeau, qui est mort avec ses papiers. Et puis peut-être une bague ou des colliers, des souvenirs.
il est resté là-bas. Et ce lieutenant Jean-François, les légionnaires s'en sont occupés, paraît-il. Je ne sais pas s'ils l'ont ramené, parce qu'après, ils ont construit une nécropole à Fréjus. Je ne sais pas s'ils l'ont ramené. Et avec Tourneur, quand ça s'est calmé un peu le feu, on est tombé sur la piste du terrain d'aviation. Et puis on a vu des gens courir devant, qui couraient. Et alors moi, j'ai dit, ça va le voir. Je parle à Tourneur un peu, je lui parle un petit peu. Puis à un moment donné, je me retourne, il ne répondait plus. Je me retourne, il était par terre, sur le dos, les yeux fixes, et le ventre tout ouvert. Tout ouvert. Et j'avais vu une espèce de peau blanche. Et le docteur Rouault m'a dit, c'était certainement le père Étoile. Il avait dû recevoir quelque chose qu'il y avait, ou une grenade ici. Il portait des grenades à la ceinture. Une grenade qui explose et puis qui... C'est bizarre les choses, c'est bizarre. À découvrir dès maintenant une vidéo exclusive du général Pierre Latane, prisonnier et blessé, il subit une opération chirurgicale entre les mains d'un Viet Minh. Une expérience hors du commun qu'il nous raconte. Lien en description. Mais moi dans ma cavale aussi, j'ai voulu sauter une tranchée qui était occupée par les Viettes. Je ne sais pas si vous voulez, sur le mauvais côté de la berme. La berme, c'est le tas de terre qu'on met, vous savez. J'avais un petit sac derrière, je n'ai pas pris assez d'élan. J'ai battu l'air avec les bras, j'ai essayé de me rétablir. Mais pas du tout, je suis tombé sur 2 Viettes. Enfin, ils étaient en kaki. Je n'ai pas vu d'armes. Ils étaient en kaki. Et quand ils m'ont reçu sur les épaules, croyez-moi qu'ils se sont barrés, ils se sont échappés à toute vitesse. Et moi, j'avais ma carabine, je tirais 2 coups de carabine, et j'étais au fond de la tranchée. Et puis je me suis dit, je vais te couper un morceau. C'est sûr. J'avais tiré 2 coups de carabine sur 2 types là, j'étais pas ami. Et là, je suis resté au moins 5 minutes à essayer de grimper à gauche, à droite. J'ai mis ma carabine, j'ai mis le pied dessus, la carabine a glissé. J'ai essayé de monter avec les pieds comme ça. Moi, c'était mon dos qui glissait. Et j'ai essayé de sauter, de m'accrocher au rebord de la tranchée. Je n'y suis jamais arrivé. Et à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Une main qui pendait au milieu de la tranchée. Un type à plat ventre, un légionnaire allemand à plat ventre, et la main qui pendait. Vous savez que le mec, il a été vachement gonflé de faire ça, parce que j'aurais pu l'entraîner, moi, dans son... J'ai jamais su qui c'était. Et je me suis accroché à sa main, à son poignet, à son coude, et il m'a tiré de toutes ses forces, puis après, avec l'autre main, il m'a tiré, il m'a sorti de la tranchée. Le temps de reprendre mon souffle, de me remettre debout, de reprendre ma carabine, et de courir avec lui, je lui dis merci, merci, merci. Et puis il m'a dit, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, quelque chose en allemand, je ne sais pas. Et alors c'est là que je l'ai vu, pour la première fois, j'ai vu un commandant dans une tranchée. C'était Bijard, qui disait, quelle unité? Je lui dis, 5e VN, par là. Il m'a indiqué le chemin. Il était là, il ne faisait que le guide, mais il était dans la tranchée, dans un endroit qui était un peu exposé, quoi. Le 7 mai, ça pétait de partout, quand j'étais blessé. Et c'était un adjudant-chef qui était là, qui s'appelait Raymond Makoviak. Et Raymond Makoviak m'a dit, c'est toi Latane? Je lui ai dit oui. Te blessé? Oui, j'arrive. Il a enjambé les tranchées, ça tirait. Hein. Et c'était même pas le jour encore. Il est venu vers moi, il m'a dit que toi, je ne veux juste pas les 2 jambes. Parce que quand l'explosion a eu lieu dans la tranchée où j'étais, entre les jambes, j'ai cru qu'on m'avait arraché les jambes. Mais carrément arraché. À l'infirmerie, alors là, il y avait le PC, il y avait Botella, il y avait le lieutenant Armandi, il y avait le sergent Mayer et il y avait le docteur Rouault. Et Rouault était sur la table en train de soigner les types, de faire des piqûres antitétaniques et des pansements, etc. Il me voit rentrer comme mal foutu, alors appuyé sur ma Makoviak. Cette jambe, je pouvais la poser un peu par terre parce qu'elle était fracturée ici, mais des petits os des chevilles qui sont rétablis assez vite. Mais celle-là, alors, elle pendait ici, quoi. Et où il m'a dit, attends, qu'est-ce qui t'arrive?
Je suis blessé aux jambes, je suis blessé. Il m'a dit, je te prends tout de suite. Il m'a mis sur le billard. Oh là là, il m'a dit, oh là là, oh là là, qu'est-ce que je fasse? Il m'a dit, je vais te faire une piqûre antitétanique, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Et Boutella, qui entendait ça, qui a dit, c'est qui? Il a dit, c'est Latane. Il a dit, il est blessé? Il dit, oui, oui. Il est gravement blessé, de l'air de dire, si on pouvait être faussement blessé. Et lui, oui, il n'a plus de genoux. Et effectivement, tout ça a été parti emporté, quoi. J'ai encore des trous. Et puis au bout de Boutella, sûrement s'est levé. Il a dit, je crois que c'est fini. On entendait parler vietnamien derrière. Et il y avait le petit interprète vietnamien qui était là et qui disait, les Viettes, ils disent sortir tous des mains en l'air. Les mains en l'air. Le jour s'était levé. Pas de drapeau blanc. Ils sont sortis. Boutella est sorti, je l'ai vu. J'étais assis par terre. Et j'ai vu la toile de tente qui servait de rideau écartée. Puis je les voyais sortir comme ça. Et j'ai vu les silhouettes des soldats Viet Minh qui étaient avec des fusils. Alors ils sont tous sortis. Et moi, j'ai pas bougé. Et un sergent qui s'appelait Mayer, qui était là, m'a raconté 40 ans plus tard, parce que je ne l'ai revu que 40 ans plus tard, pour le 40e anniversaire de Dien Bien Phu, m'a raconté qu'il y avait un Viet, avait lancé une grenade comme on lance une boule de pétanque. Comme ça. Une grenade qu'il dégoupille et puis hop, il l'a envoyée. Et dedans, on était 4 ou 5 blessés. Mais moi, j'ai pas eu peur, parce que la grenade, je l'ai pas vue arriver. Elle n'a pas explosé. Et Mayer, qui était dehors, il s'est planqué contre le mur, parce qu'il a eu peur que les éclats de la grenade, à travers le rideau, blessent ou tuent. Et il s'est planqué contre le mur de l'infirmerie. Et la grenade n'a pas explosé. Et de là, je suis sorti, assez paisible, assis par terre, en me tractant en marche arrière, avec les 2 pieds inertes devant, les 2 jambes inertes devant. Et je marchais un moment, et puis là, j'ai vu 2 soldats Viet, qui étaient à un coin de tranchée, avec des casques, avec des feuilles dessus. Et qui m'ont visé, et moi, je criais, j'étais mal, quoi, parce que j'étais torse nu, jambes nues, pieds nus. Le gros m'avait déchaussé et m'avait coupé le treillis au ciseau ici. Et puis voir si j'avais rien d'autre. J'ai levé les mains et j'ai crié en vietnamien, j'ai crié « Mettre l'âme, mettre l'âme ». Et mettre l'âme, je sais que ça veut dire très mal, très mauvais, très mal. Très mal, c'est-à-dire que je n'ai jamais parlé vietnamien, j'avais compté jusqu'à 10 et c'est tout. Et il a baissé les fusils, il est venu, et puis avec le canon, il me faisait tourner, il imaginait que j'ai caché une grenade quelque part, ou je ne sais pas quoi. Alors après il m'a dit, allez, dis. Il appelait un soldat est resté avec moi, et moi dans la tranchée, j'étais en train de me pousser comme ça, assis par terre, et me pousser à marche arrière, sans voir où j'allais. Et là, il y a un épisode dramatique, un sergent-chef, qui s'appelait Métier. Il m'avait raconté, la veille ou l'avant-veille, il m'avait raconté qu'il avait reçu un message d'Hanoï, comme quoi sa femme vietnamienne avait accouché de 2 jumeaux. Et alors il était content. Mais entre-temps, lui, il a été blessé. Une horreur. Il était à plat ventre par terre, avec les 2 omoplates derrière ouvertes, et les bras, le long du corps, il ne pouvait pas les remuer, les avancer, les mettre devant, ou le long du corps, et la joue qui frottait le sol. Et pour avancer, il faisait le mouvement des grenouilles avec les jambes, comme quand on fait la brasse. Et avec les jambes, sur la terre, il se poussait. Et il avait les mains les bras paralysés qui traînaient sur le sol. L'horreur. Et alors je l'ai vu là, je n'ai pas pu l'attendre évidemment. Et on s'est retrouvés après dans un endroit où on m'a reconduit, où je me suis arrêté. Il était là, puis comment il est arrivé là, je ne sais pas. Il est mort quelques heures après. Il est mort le surlendemain, je crois. Et là, il m'est arrivé une chose que j'ai rarement racontée,
Je ne sais même pas si je dois vous la raconter. Je ne l'ai pas écrite dans mon livre d'ailleurs. On m'a dit ce que c'était après. Ça s'appelle une EMI. Vous connaissez? Et alors là, j'étais sur une colline, je suis arrivé comme ça sur une colline. J'ai rencontré un type que je ne connaissais pas, qui m'a dit qu'est-ce que tu es? Alors je lui ai dit je suis de Saint-Étienne. Ouh, il me dit tu as une drôle de pêche là, parce que j'avais plein de sang, mes pansements, tout ça. Et puis les pansements qui avaient pris la boue, enfin c'était. Il me dit fais gaffe, derrière tu as la rivière et puis une petite falaise. Hein. Oh, je dis oui, mais moi je ne voyais pas où j'allais, j'allais toujours en arrière. Et là, je suis à un moment donné, je suis arrivé en haut de la colline, puis une colline insignifiante. Et puis après, j'ai descendu, en m'en allant en arrière, j'allais très vite. Ça descendait. J'allais assez vite. Et puis il y avait la falaise. Et alors là, j'ai entendu, je suis tombé dans le vide, et j'ai entendu le mot Latane, clair et net. Et là, j'ai ouvert les yeux, et j'étais dans un tunnel blanc, et j'étais bien, j'étais comme j'étais avec mes pansements et tout ça. Je n'avais pas peur, je n'avais pas soif, je n'avais pas faim, je ne souffrais pas, je n'avais aucun souci, je me sentais bien et heureux. Mais bien, bien. Alors j'ai vu le mur à côté, blanc, mais il n'y avait rien. Et alors j'ai regardé, j'étais assis en dessous. C'était comme du plastique fluo, un blanc fluo, vous voyez. Et là, j'ai mis la main, et c'était rien. Et là, je pleurais, et j'ai repris mon souffle, j'ai craché de l'eau, et j'avais le docteur Rouault qui était assis sur mon ventre, en train de me pousser, d'appuyer la poitrine, et je crachais de l'eau au fur et à mesure. Il m'appuyait sur le ventre, etc. Les poumons, etc. Et il m'a dit, textuellement, il m'a dit, ouf, il m'a dit, tu nous as fait peur, tu t'es limite. Tu t'es limite. Alors il m'a expliqué plus tard, après, il m'a expliqué que c'était l'affaire de encore 20 secondes ou 30 secondes. Il m'a manipulé depuis 2 minutes à peu près, 2 minutes, qui correspondaient à peu près à mon temps dans le blanc. Et le Latane, c'est lui qui l'avait crié. Il m'a vu tomber, il a crié « Latane !» Et il a dit « La sentinelle !» Alors la sentinelle lui a dit oui, oui, oui. Et il est parti en courant dans l'eau, et il m'a tiré de l'eau, il m'a emmené, j'étais inconscient, et j'étais dans mon tunnel blanc. Et à cheval, il s'est mis à cheval, il m'a fait la respiration artificielle, et il m'a fait cracher de l'eau, et il m'a ramené. Et là, il m'a vu dans un état pitoyable, jambes nues, pieds nus, torse nu, bras nus. Il m'a donné un pull kaki, que j'ai gardé pendant toute la captivité. Il m'a dit, je ne vais pas te laisser comme ça, je te donne un pull. Et j'ai gardé son pull pendant des mois. Et puis tout le monde est parti après. Et Bottella a dit, ils étaient 4 autour de moi, là, ils m'ont dit, on ne va pas te laisser là, on va te porter. Ils ont coupé des bambous pour essayer de faire un brancard avec des treillis, mais ils m'ont fait trop mal. Même en me levant, ils m'ont fait hurler. J'ai ma jambe qui pliait ici, là. Ils m'ont fait hurler. Alors j'ai dit non, laissez-moi là, laissez-moi là. Alors au bout de 200 mètres, ils m'ont posé au bord du ruisseau. Il y avait le ruisseau, des galets et la forêt, là. Ils m'ont posé sur les galets. Mais nus, parce qu'ils ont récupéré leur treillis, tout ça, et puis ils ont jeté les bambous. Et puis là, à un moment donné, l'ordre est arrivé en avant. Ils sont partis, et Bottella m'a dit, ne vous en faites pas, je vous signale, on ne va pas vous laisser là. Et en fait, il m'a signalé, mais personne n'est venu me chercher. La nuit est tombée, je suis rentré dans la forêt. 3 jours et 3 nuits, tout seul, dans la forêt. Et dans cette forêt, elle était réputée, il y avait un tigre, paraît-il, qui se promenait. Et ce tigre, on ne l'a pas vu, hein, heureusement. Mais il y avait des bestioles, quoi. Scorpions, serpents, insectes, machin, méchants, enfin, plein de trucs. Je me suis appuyé à un arbre, là, et puis j'ai attendu. J'ai attendu, rien.
pas envie de faire pipi parce qu'on était moite, on suivait tout le temps. Manger, j'avais pas mangé depuis le 4 ou 5 mai. Et puis voilà, mais j'avais soif. J'avais soif. Et je n'osais pas boire l'eau d'aller au ruisseau qui n'était pas très loin. J'aurais pu y aller en marche arrière, mais je ne voulais pas les boire ça parce qu'il y avait des cadavres derrière. Et on nous avait surtout déconseillé de boire cette eau. Tous les types allaient y faire leurs besoins et puis il y avait des cadavres. Et alors j'ai attendu là. Et la nuit du 8 au 9 mai, je suis resté du 7 au 8, du 8 au 9. Et de la nuit du 9 au 10 mai, j'ai vu des torches, loin. J'ai crié de toutes mes forces, et un type est arrivé, habillé en kaki, Viet Minh évidemment. C'est un commissaire politique qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Eh bien je lui ai dit « Ça fait 3 jours que je suis là, depuis le 7 mai. Je ne sais pas quel jour on est, mais enfin... » Bon, il me dit « Je vais vous faire venir, venir vous chercher. » On est venu me chercher, et on m'a sorti de là, et on m'a mis dans un vieux blocos qui n'était pas très loin. Et dans le vieux blocos, qui c'est qu'il y avait? Métier. Le type qui avait les omoplates, il était là. Il était là, toujours pareil, sur le côté. Et je lui dis, c'est vous, Métier? Il me dit oui. Et alors là, il a divagué. Il m'a dit qu'il avait une montre, qu'il voulait la vendre pour avoir de l'argent. Et avec l'argent, on achèterait des bicyclettes. Et avec des bicyclettes, dans les tranchées, on irait plus vite pour rentrer chez nous. A fait divaguer. Il est mort dans la journée. Et on m'a ramené, on est venu me chercher, on m'a ramené en fin de matinée, le 10 mai, on m'a ramené à Dien Bien Phu, vers le PC, là, par les endroits où il y avait... Et alors là, il y avait plein de soldats, des types partout, des blessés, des morts, des brancards. Il y avait Geneviève de Galard qui se promène d'un blessé à l'autre. Et le 26 mai, les Viettes nous ont fait croire qu'ils nous amenaient pour nous libérer, qu'ils nous amenaient à Hanoï. Et en réalité, c'est pas vrai, ils nous amenaient vers les camps. Ils nous avaient mis dans des camions Molotov, à coups de 20 par camion. Il fallait voir ces camions, avec des blessés au ventre. Des mecs qui déféquaient sous eux. Ça puait, c'était mauvais, on était pratiquement empilés les uns sur les autres. Moi, j'étais toujours en train de dire, attention, ma jambe, ma jambe. Je me la protégeais comme je pouvais. Et moi, on nous emmenait dans un camp qui s'appelait Mionfang, l'horreur. Première chose que j'ai vu un jeune type en tenue camouflée, attaché à un arbre, avec les mains derrière l'arbre et la tête sur le côté, il était mort. Pourquoi il était attaché à cet arbre? Est-ce qu'il était mort là? Est-ce qu'il a fait un supplice? Je ne sais rien. En fait, ça ne donnait pas du courage. On est resté dans ce vilain camp pendant 4 ou 5 jours. Et on nous a amenés dans un camp dit hôpital, Tuanjiao. Et alors là, on est resté 4 mois. Et bien au début, on mangeait dans ma creux de ma main un peu de riz le matin, et vers 5 heures, c'est tout. On mettait le riz là-dedans. Et puis c'est un copain qui m'a trouvé une boîte de conserve rouillée, où il y avait écrit concentré de tomates à 28%. Une vieille boîte, hein, bien ouverte. Il m'a dit, tiens, il l'avait passé au ruisseau. Il me dit, ce sera mieux que manger dans les mains. Ce copain s'appelait Raymond Delobel. Il habitait un petit patelin à côté de Bayonne qui s'appelle Bassoussari. Et ce sera mieux. Mais cette boîte, elle me servait pour pipi, caca, toilette, boisson et nourriture. C'est pas pratique, hein. C'est pas très confortable. Et c'est ce brave Raymond Delobel, qui est mort maintenant, qui me la lavait entre chaque opération. Elle était bien propre. Alors, il venait du ruisseau, il me dit, elle est propre, elle est propre. Et il était super catholique. Et il me disait, Pierre, la Vierge veille sur toi. Là, il y avait un type qui venait me voir, très gentil, il me dit, il veut te marier. Je lui dis non. Alors qu'est-ce que vous faisiez en France? Pourquoi vous êtes militaire? Je lui parlais un petit peu. Bon, alors il me dit, vous êtes... Ben, je suis français. Non, vous êtes un criminel de guerre. Qu'est-ce que vous êtes? Un criminel de guerre. Il me mettait la tête comme ça. Un criminel de guerre. Vous êtes qui? Un criminel de guerre. Et qu'est-ce que vous allez devenir? Je ne sais pas. Vous allez devenir un combattant de la paix. Il revenait quelques heures après.
Je suis un criminel de guerre. Je veux devenir un combattant de la paix. C'est bien, bien. Moi, je pensais que la libération, vous comprenez. En fait, tout ça a été programmé, j'étais prévu à tel jour, telle heure, mais je ne le savais pas. Et alors, il me faisait ça. Et je vous dis quelque chose d'absolument vrai. C'était l'an dernier, avant le décès de mon épouse. Un jour, je vais ici à une banque qui s'appelle la Banque Populaire. Autrefois, je connaissais tout le monde là. Mais depuis longtemps, j'ai perdu pied. Ça ne marche plus comme avant. Tous les gens que je connaissais sont partis. Et là, il y a une dame qui j'attendais un petit peu. Puis mon tour est arrivé. Et la dame me dit, vous êtes qui? Je dis, je m'appelle Pierre Latane. Et bien, je vous assure que je suis un criminel de guerre. 70 ans après, 68 ans après, hein, sans que je le cherche, c'était revenu tout seul, rien qu'en entendant vous êtes qui. Ça porte, hein. Et alors de Thuyancoing, on est venu, là, juste avant d'être libéré, d'abord l'hélicoptère nous a fait faux bond une fois, alors on était déçus, on était tous prêts à attendre l'hélicoptère, quoi. Puis le ciel était gris, il avait plu, il ne pouvait pas venir, et alors l'hélicoptère est reparti, sans nous, l'hélicoptère n'a pas pu se poser. Et puis le matin, on nous a dit, bon, allez, on était 7. On nous a mis dans l'hélicoptère d'abord, qui nous a posé dans une ville qui s'appelait Vietri. La Vietri, on nous a assaillis de petites questions. Est-ce que vous voulez du lait, vous avez faim, vous voulez ceci, vous voulez cela, vous avez... Et puis, est-ce que vous voulez envoyer un télégramme chez vous? J'ai dit oui, bien sûr, oui. Et le télégramme en question n'est jamais arrivé. Je l'ai su après. Oh, et puis il y a eu plein d'histoires. On est bien fou quand j'ai été regroupé. Après toutes mes péripéties, un Viet Minh est venu me voir et m'a dit il faut arranger ça tout de suite, sinon vous aurez des séquelles qui seront irrattrapables. Alors il m'a dit je vais vous opérer. Au bout d'un moment, il m'a découpé un morceau de viande dans la jambe et il m'a dit voilà ce qui vous faisait souffrir. Il me l'a posé sur la poitrine et ce qu'il en a sorti, c'est ce petit morceau de métal qu'il m'a donné. On m'avait couché par terre sur un brancard et avec la tête, je touchais la tête de l'autre type qui était dans l'autre sens. Mais on ne se voyait pas, il était blessé au ventre et à la poitrine. Il ne pouvait pas bouger, puis moi je ne pouvais pas me retourner, je ne pouvais pas ni même m'asseoir. Mais pendant 2 ou 3 jours, on avait parlé, on avait discuté. Il m'a dit ça va. Et c'était le docteur Viet Minh qui lui avait dit quand il se réveillera, posez-lui des questions pour savoir s'il récupère bien. Et moi, quand je me suis réveillé, toujours sur mon brancard, j'avais une petite couverture sur les jambes et j'ai tout de suite regardé s'il y avait 2 ou 1. Et il y avait 2. Et 2 pieds nus. Et j'ai essayé de bouger le pied un peu. Et j'y suis arrivé. Il y avait le copain derrière, là. On a parlé. Pendant 3 jours, 4 jours. Toute la journée, on parlait de tout et de rien. Il me dit, vous êtes d'où vous êtes? Je dis, de Lourdes. Haute-Pyrénées. Ouh, il m'a dit de Lourdes. Ah, il me dit, je connais, je suis fiancé avec une fille de Lourdes. Et on envisage le mariage si on me libère. Et j'ai dit, comment elle s'appelle cette fille? Il me dit, Maïté Barcos. Oh, Maïté Barcos, oui. J'allais faire du ski le dimanche avec elle, dans les montagnes environnantes, là. En tout bien, tout honneur, hein. Mais on avait 18 ans, 19 ans, 20 ans, bien avant l'Indochine. Et je connaissais son père connaissait mon père. Enfin, c'était... Alors je lui dis tout ça. Ah, mon Dieu. Et je lui ai vous, il me dit, je suis Comprignac, de Comprignac, dans la Haute-Vienne. Et je n'ai que ma mère. Et alors on a parlé, mais on ne s'est pas vu. Et bien, je savais son nom, Bernard Imbert. Il savait mon nom, Pierre Latane. Il me dit, le premier de nous 2 qui sort d'ici ira voir les parents de l'autre pour lui raconter. Je dis d'accord. Bon, et puis moi j'ai pu penser à tout ça, je n'ai pas été libéré, mais lui a été libéré. Il a été libéré fin juillet. Et il est venu ici. Et il était venu, alors ici, ils lui ont fait un accueil faramineux, avec un petit plat dans les grands. Ma mère est allée de sa larme. Mon père, qui avait eu un peu la vie dure avec moi aussi. Enfin bref.
Et puis tout ça s'est déroulé, moi j'étais pas au courant, j'étais en captivité. Quand j'ai pris ma retraite en 90, et j'ai trié les papiers, et tout d'un coup je trouve un papier, Bernard Imbert. Oh là là, je dis, je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Et le temps a passé, et puis j'ai fait partie de l'association des anciens de Dien-Bien-Fou, avec un adjoint-chef qui s'appelait Chanteux. Et je demande à Chanteux, je lui dis, dans vos archives, ne voyez pas le nom de Bernard Imbert? Oh, il me dit, si je l'ai par là. Il me le donne, il me donne son numéro de téléphone. Je rentre ici, j'appelle Bernard Imbert. Allô, je dis, vous êtes bien monsieur Bernard Imbert? Alors il me dit, oui, oui. Moi, je m'appelle Pierre Latane. Ouh, il me dit, voilà. Et où êtes-vous? Je dis, à Lourdes. Il me dit, vous ne bougez pas. Non, je suis à la retraite. Il me dit, j'arrive. Et le lendemain, il était là avec Maïté. Maïté Marcos, avec qui il était marié, avec qui il avait eu un fils. Un fils qui a 72, 75 ans maintenant. Et Bernard Imbert est toujours vivant. Mais il a perdu un peu la tête. Il a 104 ans, il est dans une maison de retraite. On avait passé 44 ans sans nous voir, quoi. En nous connaissant très bien. C'est bizarre, ces choses-là. Et bien après, j'ai été libéré. Quand on m'a libéré, on m'a opéré à Saigon-Cholon, à l'hôpital qui s'appelait 415. Les hôpitaux, ils avaient le numéro. 415. Là, on m'a opéré 2 fois, là. Et à l'hôpital Ansan, on nous a répartis dans des chambres. On est resté 4 ou 5 jours. Et je vous jure que quand on ne voyait pas un mec de 2 jours ou 3 jours, on trouvait qu'il avait grossi. Parce qu'il faut dire que dans les camps, il y avait des mecs de 80 kilos qui sont sortis à 45. Il y a eu des prospectus là-dessus, il y a eu des bouquins, il y a eu c'était pire que Buchenwald, quoi. Hein. Et moi qui n'étais pas un monstre, j'étais un peu plus grand qu'aujourd'hui, parce que j'ai baissé, ma taille a baissé. Et elle a baissé de 5 cm, de 1m77, de 77, oui. Je suis tombé à 1m73, 74, 72. Et ça, paraît-il, c'est l'âge, quoi, qui affaisse les gens. Et normalement, je pesais 70 kg à peu près, 72 kg, 75 kg. Et là, je suis rentré avec 58, 68, 70, où j'ai perdu 15 kg, quelque chose comme ça. Le souvenir le plus marquant, c'est le MI, le blanc, le tunnel blanc, ça me reste, ça. Et j'y pense souvent, oui. Et j'ai pensé souvent depuis 70 ans. D'Indochine, j'ai souvent des souvenirs méchants, des souvenirs souvent de morts, des blessés. Je peux vous citer presque tous les morts que j'ai eu dans ma section et tous les blessés, vous voyez. J'ai pas de souvenirs de rigolade, quoi. L'Indochine, on n'a pas tellement rigolé, non.